Yves Bonny donc, a collaboré à la publication de L'oubli de la société, a écrit la préface. J'ose dire un mot sur son travail d'éditeur aussi. Il a travaillé... tu es toujours éditeur au Presse universitaire de Rennes, non? Bon, ils l'ont viré, c'est des cons. Parce que c'est vrai, il a fait un travail... Je suis un des... j'ai une dette énorme envers Yves Bonny pour son travail d'édition. Je leur avais envoyé ma thèse de doctorat sur la transformation de la famille moderne. Et puis, ils ont exigé de moi que j'entre en discussion avec beaucoup d'auteurs contemporains. Et puis, le livre, la thèse n'aurait jamais la facture qu'elle a maintenant sans cette exigence d'éditeur. Donc, tu sais, c'est un travail important, ce travail d'édition-là. Yves Bonny est maintenant... c'est un spécialiste de la théorie sociologique contemporaine, on peut dire ça. Il a publié chez Armand Collin un ouvrage « Sociologie du temps... Sociologie du temps présent, c'est ça? Oui, c'est ça, bon. Il fallait que ça commence par... C'est très Yves Bonny. Ceux qui connaissent Bonny, Bonny, c'est un joueur de bridge. Hein? Il y a une matrice dans la tête où il classe tout ce qui arrive. Puis sa classification des théories contemporaines, il y a une matrice où il les a toutes classées. Puis à chaque fois qu'il y en a une qui surgit, pouf, il la classe dans son... Donc, il a publié ça chez Armand Collin. Il est maître de conférence présentement à l'Université de Haute-Bretagne, où il enseigne la théorie sociologique. Puis il s'intéresse maintenant, une de ses dernières publications, c'est l'Institution plurielle. Merci. Oui, j'ai demandé ça à Daniel parce que j'ai un peu rédigé la dernière version de mon texte au fur et à mesure de l'écoute des 2 jours et demi. Et j'ai été amené notamment à introduire une partie introductive que je n'avais pas initialement parce que il y a des interprétations qui m'avaient un peu surpris, et donc je me suis senti aussi tenu d'expliciter un peu ma position. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité, et puis surtout d'avoir organisé ce colloque, parce que j'avoue que pour moi c'est un grand plaisir et un grand bonheur d'être ici, et que je mesure en étant ici l'écart qui peut parfois exister avec d'autres espaces académiques. Et d'une certaine façon, je suis dans une position assez schizophrène, j'ai le sentiment, quand je suis dans le collectif société, puis quand je suis dans mon propre univers ordinaire d'enseignant, chercheur en France. Et cette schizophrénie, d'une certaine façon, guide ce que je vais développer aujourd'hui. Je voudrais préciser donc le périmètre précis de ce que je vais essayer de développer, à savoir... Je me situe comme un sociologue, et en tant que sociologue, exerçant en France, dans un contexte qui est marqué quand même par un grand positivisme épistémologique en sociologie, par la difficulté à brouiller les frontières entre les sciences sociales, la philosophie, les humanités. Comment, donc, comme sociologue, est-ce que je peux m'approprier l'abîme de la liberté? Et pour moi, c'est une vraie question et c'est pas du tout simple. Et je pense que la première réponse qui me vient vraiment comme une évidence, c'est que pour pouvoir se l'approprier, il faut pouvoir développer une épistémologie qui va justifier d'intégrer la dimension normative dans la construction de la connaissance. Et que ça, pour l'instant, c'est inentendable en France, globalement, parce que on est dans un modèle très positiviste où la dimension cognitive est associée à l'idée d'une distanciation radicale entre le sujet et l'objet, et qu'à partir de là, l'objet d'étude est soumis à des démarches qui mobilisent des démarches d'enquête, mais ça, c'est pas le problème. C'est pas là le problème. Le problème, il est dans la manière dont on peut penser le statut de l'interprétation ou le statut de l'analyse. Et donc la dimension normative n'a pas sa place parce qu'on reste dans le modèle néo-kantien de la distinction entre les jugements de fait et les jugements de valeur. Et chaque fois qu'il y a des jugements de valeur, ils sont toujours considérés comme finalement n'ayant pas de légitimité. Donc de ce point de vue-là, c'est totalement impossible d'imaginer un colloque comme celui-ci comme étant pertinent pour des sociologues.
Ça peut exister, évidemment, si on est dans un colloque d'intellectuels, mais pas en tant que sociologue. Donc moi, c'est la question que je me pose, et je ne vais pas la traiter aujourd'hui sous l'angle épistémologique, mais c'est un enjeu, à mon avis, important. Je vais la traiter sous l'angle d'une sociologie politique. Donc je vais assumer qu'il est possible d'émettre des jugements normatifs en sociologie, mais je ne ferai pas de réflexion là-dessus. Alors là, je voudrais dire en commençant que la question de la réception de l'œuvre de Freytag, pour moi, c'est une vraie question. Et ce n'est pas une question qui me semble pouvoir être écartée en disant c'est des problèmes du côté des récepteurs. Je pense que c'est une vraie question qui doit nous solliciter en tant que c'est une tâche pour nous, aujourd'hui, je pense, de réfléchir aux conditions d'une réception possible. Et que donc on ne peut pas simplement en rejeter la responsabilité ni sur l'œuvre de Freytag, ni sur les récepteurs. Et que, de ce point de vue-là, l'une des façons dont j'essaye de raisonner sur cette question-là, c'est en posant comme un postulat de base qu'aujourd'hui, une sociologie critique doit comporter 4 composantes. Une interprétation critique du réel, des bases ontologiques et normatives pour soutenir cette critique, une élaboration d'alternatives, implicites ou explicites, et enfin, des bases sociales pour crédibiliser cette alternative et la sortir de l'utopie. Et je pense qu'il y a, dans l'œuvre de Freytag, ou dans notre appropriation de cette œuvre, une responsabilité à essayer de toujours avoir en tête et de toujours s'efforcer de prendre en considération ces 4 composantes, ce qui m'amène à raisonner, pour ma part, en termes de sociologie critique et de sociologie contributive. Bon, les termes ne sont pas très importants, mais de toujours avoir le souci d'une sociologie contributive comme complément de la dimension de sociologie critique. Parce que sinon, je trouve que la critique peut susciter des réactions et des problèmes de réception qui tiennent d'une certaine façon au fait qu'on n'a pas apporté la dimension contributive. Et je pense que de ce point de vue-là, les derniers écrits de Freytag marquent une inflexion significative dans la mesure où s'il y a eu des problèmes de réception, ça tient aussi au fait qu'il a lui-même développé une orientation hyper critique à certains moments qui ne laissait pas entrevoir très clairement quelle était sa contribution positive. Et donc c'est sur cette base-là que je voudrais revenir maintenant sur l'interprétation qu'on peut faire, selon moi, de l'abîme de la liberté dans l'œuvre d'ensemble de Freytag. Alors, je voudrais aussi dire qu'une des implications de ce que je viens de dire, c'est que dans le raisonnement sociologique tel que je le conçois, on doit constamment raisonner en termes de logique sociale et de logique d'action, et qu'on doit s'interdire tout passage à la limite, et en particulier le passage à la limite associé au modèle de Freytag, c'est-à-dire des procès sans sujet ni fin, des systèmes purement autoréférentiels. Ça, moi, je résiste complètement à ça, parce que si on va dans ce sens-là, il n'y a plus d'action, il n'y a plus d'acteurs. Donc je pense qu'il faut toujours ramener ces processus, ces automatismes, etc. Il faut toujours les penser à partir de logiques sociales qui sont elles-mêmes portées par des logiques d'action. Et donc il faut articuler logique sociale et logique d'action. Et il faut résister à cette limite. Deuxième orientation, c'est qu'il faut toujours avoir un raisonnement en termes de pluralité. Pluralité d'orientation, refus des modèles interprétatifs univoques, parce que si on dit que tout conduit à la mutation postmoderne, que tout y contribue, que tout s'y trouve englouti et que tout s'y réduit, évidemment, il n'y a plus de possibilité d'asseoir une alternative. Donc ça implique aussi, du coup, une pluralité des schématisations idéales typiques. Et c'est ce que je vais essayer de faire tout à l'heure, dans la 3e partie de mon exposé, autour du concept de société civile. Donc il ne s'agit évidemment pas, pour autant, de verser dans un pluralisme œcuménique et puis dans un relativisme plat. C'est pas du tout la question. La question, il n'y a aucun problème à mettre l'accent sur des tendances massives, à considérer qu'il y a des tendances massives et qu'il faut, par conséquent, les saisir dans leur poids. Mais c'est plus qu'il faut toujours avoir le souci, selon moi, des contre-tendances et de leur présence dans la réalité qu'on examine. Et donc, il faut avoir le souci, du coup, de ne pas céder, là encore, à la tentation de tout lire à l'aune d'une seule logique qui déroulerait tous ces effets. Alors, qu'en est-il chez Freytag ?
la lecture que je fais par rapport à Jean-François a parlé de catastrophisme éclairé, moi je dirais que dans la première partie de son œuvre, dans la première période de Freytag, on est plus, moi j'ai nommé ça autrement, mais ça rejoint un peu, ça va dans le même sens, une dramatisation à visée conscientisante. Et que dans cette logique de dramatisation à visée conscientisante, il met l'accent sur la postmodernité comme mutation radicale, entraînant peu ou prou tout sur son passage. Parce qu'il voulait nous alerter sur son sentiment d'urgence et sur ce que Daniel Dagenet a présenté hier, à savoir le sentiment d'une fragilité ontologique de l'univers symbolique. Alors, je ne suis pas convaincu que cette démarche était la meilleure. Je le dis, moi je ne pense pas que c'était la meilleure. Je pense que ça a justement généré des effets de réception très problématiques. Je pense qu'il faut toujours, il me semble qu'il est nettement préférable de toujours annoncer une alternative possible en même temps qu'on énonce une critique. Dans la dernière partie de son œuvre, à l'inverse, parce qu'il voulait mettre l'accent sur une alternative, il introduit, je trouve, une lecture davantage plurielle des développements historiques. Et en particulier, il met l'accent sur le politique et il revient de façon assez significative sur son analyse du réformisme social-démocratique. Je vais tout à l'heure en donner quelques exemples à travers des citations. Alors, juste avant, je voudrais dire ce que j'ai entendu au cours des 2 jours et demi, c'est qu'il y avait deux lignes d'interprétation de la postmodernité chez Freytag du point de vue en termes de causalité historique. Soit un raisonnement en termes de mutation, le raisonnement en termes de mutation est le raisonnement qu'il a développé initialement, puisqu'il raisonnait à partir de 2 modes de reproduction des rapports sociaux, et que donc il y avait l'idée que l'un avait remplacé l'autre à travers une mutation. Et puis, dans l'abîme de la liberté, on peut avoir le sentiment que c'est plutôt un raisonnement en termes d'aporie, et donc en termes d'une aporie qu'on pourrait résumer par la dialectique de la liberté, dans le même esprit que chez Horkheimer et Adorno, il y a une dialectique de la raison, dialectique des Lumières. Je pense qu'on peut combiner les 2 lectures en disant que Freytag raisonne en termes de mutation sur fond d'aporie originelle, et que dans l'abîme de la liberté, il met l'accent sur cette aporie, donc sur l'idée qu'il y a des tendances centrales déjà présentes dans la modernité et qui ne vont faire que se radicaliser avec la postmodernité. Autrement dit, même s'il développe l'idée qu'il y a 3 lignes d'interprétation de la liberté moderne, à savoir la ligne libérale, la ligne républicaine et la ligne humaniste, c'est comme s'il disait d'une certaine façon que la ligne libérale était d'emblée la plus puissante et que donc elle va dérouler ses effets et elle va marginaliser les 2 autres. Du point de vue, cette fois-ci, de son interprétation du systémisme en termes de situation historique, la situation où nous sommes, pareil, on peut faire 2 lectures. Soit on fait une lecture en termes d'irréversibilité, si on raisonne en termes de mutation, ou de téléologie, si on raisonne en termes d'aporie, et auquel cas on est dans l'idée qu'il n'y a aucun reste sur quoi bâtir une alternative, soit on est sur un raisonnement en termes de tendance massive. Alors je pense que même si certaines formulations peuvent laisser penser qu'il se verse dans la première ligne d'interprétation, il me paraît clair qu'au regard de toute son œuvre, que c'est la seconde qui correspond à sa pensée, d'où l'idée qu'effectivement on a affaire à une dramatisation à visée conscientisante. Alors, donc, si on est cohérent avec cette hypothèse, qui me paraît être la bonne lecture de Freytag, il faut donc restituer les bases alternatives sur l'idée que l'alternative est présente historiquement, qu'il y a des bases sociales de l'alternative qui soutiennent les bases normatives et ontologiques qu'il développe dans sa reformulation de l'autonomie, de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'autonomie par opposition à la liberté comme indépendance. Alors, je voudrais juste souligner aussi que ce qui a rendu difficile, à mon avis, ce qui a conduit une certaine façon Freytag à raisonner, à produire un raisonnement qu'on peut considérer aujourd'hui comme problématique, tient aussi à son cadre théorique et terminologique. Je pense en particulier qu'il s'est enfermé dans un concept qui était d'emblée problématique, le concept de mode de reproduction, qu'il a en fait élaboré comme alternative au concept marxiste de mode de production, mais qu'il l'a enfermé parce qu'il y a une certaine circularité du coup entre mode de reproduction des rapports sociaux et mode de régulation des pratiques sociales. Et que du coup, il est très difficile dans cette perspective de donner une autonomie aux dynamiques d'action et d'intervention, et que donc il faut
et qu'il est assez difficile également de rendre compte du changement. Et puis, cette difficulté, elle est redoublée parce qu'il y a une confusion entre le concept de société et l'idée d'un principe unique de structuration et de régulation des rapports sociaux. Autrement dit, il y a une confusion, je trouve, entre le concept de mode formel de reproduction des rapports sociaux et le concept de mode formel de reproduction de la société. Et que, pour moi, les deux ne vont pas forcément de pair quand on est dans une schématisation idéale typique. On peut dire qu'il y a une logique formelle de reproduction des rapports sociaux. On n'est pas obligé de dire que ça couvre toute une société. Enfin, c'est encore redoublé par une terminologie dans laquelle il s'est un peu enfoncé et dans laquelle on s'est tous enfoncés et à laquelle aujourd'hui que je n'utilise plus guère, à savoir l'opposition modernité-postmodernité. Je pense que cette opposition-là, lorsqu'on l'utilise pour raisonner sur une typologie des formes historiques, des types historiques de société, à son degré d'abstraction qui est énorme, un degré d'abstraction énorme, la modernité, la postmodernité, elle finit par nous enfermer également dans l'idée d'une succession et donc dans l'idée de quelque chose d'homogène. Et je pense qu'il nous faut aujourd'hui sortir de tout ça et raisonner en termes de logique. Il y a des logiques sociales, il y a des logiques d'action, il y a des modes effectivement formels de reproduction des rapports sociaux, mais si ces modes formels de reproduction des rapports sociaux saisissent les pratiques, ils n'annulent pas l'autonomie des pratiques. Donc l'idée qu'ils régulent les pratiques n'est jamais qu'une des orientations par lesquelles on peut saisir ces pratiques. Et donc il faut donner une autonomie beaucoup plus grande aux dynamiques d'action et d'interaction qui sont porteuses d'autres orientations éventuellement qui peuvent renouveler les régulations. Et donc il faut ouvrir tout ce modèle théorique, à mon avis. Alors voilà, donc je voudrais juste, pour terminer cette première partie, donner quelques illustrations de l'accent qu'il met sur le politique. Ce qui m'a beaucoup surpris hier et qui m'a amené à relire en fait l'abîme de, enfin pas l'abîme de la liberté au complet, mais à retourner voir ce qu'il y avait dans l'abîme de la liberté, c'est notamment la communication de Gilles Labelle qui a dit que finalement chez Freytag, dans l'abîme de la liberté, l'accent était mis essentiellement sur l'œcuméné intercivilisationnel et peu sur la dimension sociétale et beaucoup sur la dimension civilisationnelle. Ça m'a énormément surpris et du coup je suis allé voir et je vais essayer de rendre compte de ce que j'ai compris de ce regard. En fait, tout se joue aux pages 448 à 450, c'est très ramassé. Mais ce que dit Freytag d'essentiel, c'est à la note 12 de la page 449, il dit « Tout ce qui concerne le développement sur le politique, je l'ai développé dans l'impasse de la globalisation, je n'y reviens donc pas ici. » Et ça, c'est fondamental, parce que pour comprendre en fait sa position, on est effectivement obligé de lire plusieurs livres en même temps, parce que sinon, on a une vision tronquée. Et dans l'impasse de la globalisation, il n'arrête pas de dire que l'alternative doit venir d'une réhabilitation sociétale, au niveau sociétal, parce que c'est là qu'est l'enjeu premier et prioritaire, et que ça passe en particulier par une réhabilitation de la tradition social-démocratique. Alors je vais en donner quelques illustrations dans ma lecture, en montrant aussi comment il a évolué. Donc je cite des textes très anciens et puis plus récents. Transformation de la société et mutation de la culture, il écrivait en effet « Le réformisme politique transformait le caractère capitaliste de la société, mais pas son mode institutionnel, étatiste, légaliste de reproduction. » On était autrement dit dans une lecture ici où le réformisme était complètement la continuité de la modernité au sens du mode de reproduction politico-institutionnel. Il n'y avait aucune idée que le réformisme était lui-même une voie vers la postmodernité. Et puis, un peu plus tard, dans la Métamorphose, il écrit, à propos de la Révolution anglaise, que la social-démocratie a relancé la dynamique proprement moderne de la société, mais il ajoute, tout en versant éventuellement elle-même, par une autre voie, vers la postmodernité. Et là, il commence le glissement. Et puis, ce glissement, il s'accentue. Dans le texte sur Schumpeter, il parle de l'indifférenciation virtuelle des deux dimensions spécifiquement modernes de la pratique sociale et sociétale, à savoir la dimension économique et la dimension politique. Dans son texte sur les totalitarismes, il parle de deux voies de passage à la postmodernité, de trois voies de passage, dont la deuxième est la voie politique du réformisme social-démocratique. Et là, il écrit « Les formes sociopolitiques qu'elle s'efforçait d'inventer furent submergées par celles qui avaient été élaborées par la voie américaine, et elles se fondirent dans ces dernières sans guère laisser de reste. » Déjà ? Bon. Et alors, on pourrait se dire, est-ce que c'est la fin
de l'affaire. Eh bien non, parce qu'il continue, pas de reste. Cela n'est pas vrai réellement, mais seulement idéologiquement, selon le credo néolibéral. Face à la menace d'un systémisme généralisé, devant l'impasse anthropologique, ontologique et existentielle qu'il incarne, cette voie social-démocratique européenne pourrait représenter l'apport occidental le plus significatif et toujours encore politique dans l'élaboration nécessaire d'un nouvel ordre social mondialisé. Donc en fait, on voit très clairement comment progressivement, dans un premier temps, il disait que c'était purement moderne. Dans un deuxième temps, il dit c'est une des voies vers la postmodernité. Puis dans un troisième temps, il dit oh là, mais attention, non, il ne faut surtout pas dire ça parce que sinon on n'a plus rien pour s'appuyer pour réagir et résister. Et donc, à la fin, dans les textes les plus récents, il va au contraire mettre l'accent sur cette idée de résistance et sur l'idée que la voie social-démocratique est essentielle à cette résistance. Alors, puisque je suis obligé d'accélérer, je vais accélérer, ce qui est assez logique. Et je vais passer à ma deuxième partie. Donc, je vais être très bref sur la deuxième partie. L'alternative tourne, je la résume autour de trois concepts. Le concept d'universum, le concept d'autonomie et ce qui n'est pas vraiment un concept, mais la notion, l'idée de solidarité. Je vais vite parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises au cours des 2 jours et demi. Donc l'universum, c'est l'idée au fond, c'est l'idée d'une singularité historique contingente qui imbriquerait, qui constituerait elle-même un universel concret, mais qui est en même temps une singularité historique, et qui, en tant qu'universel concret, intègre des entités collectives particulières, et puis, à l'intérieur de ces entités collectives particulières, des particularités et des singularités individuelles. Donc, il y a une articulation entre universel, particulier et singulier, si l'on veut, ou particularité individuelle ou singularité individuelle. Là, c'est une vraie question. Et cette vraie question renvoie au dernier paragraphe du livre dans lequel il dit « J'écris ce livre du point de vue de la société. Si je l'écrivais du point de vue de l'individu, je dirais de toute autre chose. » Mais évidemment, on ne sait pas ce qu'il aurait dit. Donc, on est simplement amené à spéculer quelque part. Mais donc, il y a une réflexion là sur la particularité de l'individu dans la particularité d'une entité collective telle qu'une culture. Alors, les entités collectives qu'il mentionne, ce sont les genres biologiques, ce sont les cultures étudiées par l'ethnologie, ce sont les sociétés étudiées par la sociologie, et ce sont les civilisations étudiées par les études de civilisation. Ce sont les entités collectives les plus vastes auxquelles il fait référence. Et par rapport à ça, il développe un concept qu'on peut résumer comme le concept d'autonomie qui s'oppose au concept de liberté. La liberté signifiant l'indépendance, l'autonomie signifiant au contraire un rapport réflexif au nomos ou au nomoi. Et il nous propose plein de réflexions sur ce qu'il appelle le nomos ou le nomoi. Donc il nous dit que... voilà comment il définit les nomoi. Il nous dit ce sont l'ensemble des références. Alors, lorsqu'il est dans un regard politique, il nous dit c'est l'ensemble des références normatives partagées par les citoyens. Lorsqu'il est sur un regard plus large, il nous dit c'est l'ensemble déterminé des conditions normatives du vivre ensemble, qui constituent donc soit une société, soit une civilisation. Donc, l'autonomie dans ce livre est centrée, est d'abord analysée au plan collectif, pas au plan individuel. C'est l'autonomie des entités collectives qui composent l'universum. Et donc l'autonomie à l'échelle de l'individu doit elle-même s'inscrire dans l'autonomie collective. C'est cette idée-là. Donc à l'échelle individuelle, il nous dit que la plus grande liberté, page 483, c'est la liberté d'être, qui est supérieure à la liberté de faire et plus encore à la liberté de choix. C'est la liberté, autrement dit, de participer d'une entité collective en partageant un certain nombre de choses et d'être ouvert à ce que cette participation nous donne. D'où l'importance, à mes yeux, du concept de solidarité. Je préfère utiliser le concept de solidarité que le concept de responsabilité parce qu'il me semble plus large et qu'il ne met pas l'accent que seulement sur cette dimension-là. Le concept de solidarité est pensé comme finalement une réciprocité entre l'individu et le collectif du fait de la participation à une entité collective. Une réciprocité qui peut prendre donc la forme d'une responsabilité de la collectivité vis-à-vis des membres et inversement d'une prise en charge de la reproduction de l'entité collective par les membres. Mais cette prise en charge n'est pas pensée que en termes de responsabilité, en termes de devoir, en termes de contraintes, elle est pensée positivement, c'est-à-dire qu'elle est pensée aussi en termes de sentiment positif d'appartenance, et ça a été souligné par d'autres personnes avant moi qui ont insisté sur le concept qu'il développe
des DOS. Les DOS, donc, comme sentiment de responsabilité et de solidarité. Donc il y a une dimension ici qui ne met pas l'accent simplement sur l'idée des morales. On est vraiment dans l'idée d'une participation qui suscite aussi le souci de la prise en charge. Alors je voudrais aussi... pour ma part, je développe une notion pour essayer d'expliciter tout ça. Je parle de la verticalité ancrée du symbolique et de la verticalité ancrée du politique. Il me semble que c'est dans l'articulation entre ces deux notions qu'on peut bien comprendre la position de Freytag, c'est-à-dire, d'un côté, il faut de la verticalité, il faut du surplomb. Et il insiste sans arrêt sur cette notion de verticalité, Jean-François l'a encore souligné tout à l'heure, parce que ça lui paraît fondamental, justement, de ne pas être dans quelque chose d'horizontal, de latéral. Et il dit l'enjeu, c'est la reconnaissance d'un ordre commun ayant pour tous valeur de normes objectives, un ordre normatif surplombant tous les membres. Donc il y a vraiment une idée de verticalité. Il dit à propos de l'œcuméné intercivilisationnel, il s'agirait de construire une culture non pas sur un mode latéral, mais verticalement, par élargissement de la base. Il dit à propos de la participation de chacun à la civilisation que les conquêtes de l'esprit, c'est de s'élever vers l'universel, vers quelque chose de toujours plus ouvert, etc. Donc on est vraiment sur la notion de verticalité, mais verticalité ancrée. Il faut qu'elle soit ancrée, il faut qu'elle soit constamment enracinée dans quelque chose. Et c'est cet enracinement que donnent les cultures, les civilisations, toutes les productions symboliques, etc. Donc je trouve que c'est cette appellation qui me paraît la plus juste pour essayer de résumer sa position. Alors, je voudrais terminer par une partie, quand même, c'était un peu ce que je voulais mettre au centre. Qu'est-ce que ça peut être une sociologie contributive ? Une sociologie contributive, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être d'essayer de repérer des logiques d'action ou des logiques sociales qui font alternative, qui ne vont pas dans le sens dominant. Ou ça peut être de clarifier par la théorisation certaines de ces orientations. Alors moi, je voudrais juste esquisser ce que ça peut prendre lorsqu'on prend le concept de société civile. Ça me paraît particulièrement important comme concept parce que ça a été souligné par plusieurs de ceux qui m'ont précédé en disant, voilà, le systémisme aujourd'hui, il s'exerce dans la société civile, c'est plus que des systèmes autoréférentiels, etc. Et puis ça me paraît aussi très important parce que on retrouve aussi là un enjeu qui rejoint ce qu'a dit Jean-François, c'est-à-dire l'enjeu de comment la théorie critique se présente vis-à-vis d'autres théories critiques. Et c'est assez marrant de ce point de vue-là, c'est que ce matin, Olivier Klein attendez, il ne faut pas que je perde mes papiers. Je vais prendre une seconde pour retrouver mes papiers, parce que sinon, là... parce que je ne vais pas retrouver... je voulais vraiment vous trouver une citation, là. Olivier Klein a fait référence à un livre de Dardot et Laval, avec lequel il se disait en accord important. Et c'est marrant parce que moi aussi, j'étais parti d'un livre de Dardot et Laval, mais ce n'était pas le même. Et je voulais, moi, avoir un regard plutôt critique sur leur livre. Le livre s'appelle « Commun sur la Révolution au XXIe siècle ». Et je voulais vraiment vous trouver la citation parce que je trouvais que c'était très important. Là, voilà. Donc, l'ouvrage auquel a fait référence Olivier, c'était La Nouvelle Raison du Monde. Et dans Commun, Essai sur la Révolution au XXIe siècle, Dardot et Laval écrivent, c'est très important parce que le concept de commun est aujourd'hui porté par beaucoup d'auteurs, commun, communauté, enfin, il y a beaucoup une réhabilitation de ces termes-là et de ce qu'il y a derrière, dans une visée de philosophie politique. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'ils sont effectivement sur une pente anarchiste. Ils sont effectivement sur une pente où l'État est très dévalorisé et le politique institué, ce que Freytag soutient justement avec la voie social-démocratique, est très dévalorisé. Et ils écrivent donc l'État change donc dans le système actuel, l'État change de forme et de fonction. Si le commun devient une question si importante aujourd'hui, c'est parce qu'il révoque brutalement les croyances et les espérances progressistes dans l'État. Et il est désormais vain d'attendre de l'État qu'il réencastre l'économie capitaliste dans le droit républicain, la justice sociale et la démocratie libérale. Il a ainsi mis fin à l'idée que l'État pouvait être le recours de la société contre les effets dévastateurs, désastreux du capitalisme. Je cite maintenant Freytag. Si on néglige la portée des interventions de l'État en disant qu'il est par définition au service du capital et que c'est toujours exclusivement le capital qui gagne, on exclut la voie du réformisme, on se condamne à ignorer son existence et son importance historique décisive sur le développement même du capitalisme et on laisse faire le libéralisme. L'enjeu est devenu bien trop immense.
l'expérience du réformisme montre qu'on peut réglementer le capitalisme et c'est ce qu'il nous faut faire maintenant de toute urgence au niveau mondial. Donc il y a là une opposition très claire entre une voie qui reste centrée sur l'idée que c'est par le politique qu'il faut agir et une voie qui est par le politique étatique, par le politique de la puissance publique qu'il faut agir, et puis une voie qui dit qu'on doit construire le politique ailleurs, dans des formes, dans des univers autres qu'on appelle le commun. Et le concept de société civile est de ce point de vue-là tout à fait central. Pourquoi ? Parce que la réhabilitation du concept de société civile au cours des dernières décennies s'est faite justement à travers une critique de l'État. En gros, il y a eu trois sources de cette réactivation du concept de société civile: la contestation de l'État totalitaire dans les pays de l'Est, l'offensive néolibérale dans les pays occidentaux, qui met l'accent sur la société civile comme étant le marché globalisé, et puis la pensée de gauche qui va mobiliser autour de mouvements sociaux et de groupements volontaires l'idée d'une autonomie vis-à-vis et de l'État et du marché. Donc c'est la figure du tiers. La société civile, c'est le tiers. Ce n'est ni le marché, ni l'État. Donc on les renvoie dos à dos. Et ce qui est aussi très frappant, c'est que ce concept de société civile tel qu'il est réactivé donc depuis en gros les années 1980, parce qu'il avait à peu près disparu pendant une bonne période, ce qui est marrant, c'est que la manière dont il est réactivé, c'est qu'il change complètement de contenu. Au XVIIIe siècle, la société civile, ça désignait une sphère de la société. Aujourd'hui, ça désigne des acteurs, centralement. C'est les acteurs de la société civile, on n'arrête pas de dire ça. C'est les ONG, c'est les associations, c'est les mouvements sociaux, c'est des acteurs, c'est plus une sphère. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on peut articuler un raisonnement en termes de sphère et un raisonnement en termes d'acteurs. Alors, la façon dont je le fais, c'est que je distingue société civile quand je raisonne en termes d'acteurs et sphère civile quand je veux raisonner en termes de sphère de la société. Freytag nous a livré une théorie sociologique de la sphère civile dans la modernité. Et il nous dit, dans un modèle républicain, il nous dit la sphère civile se constitue en relation avec l'État et en relation avec la sphère qui constitue un reste qu'il appelle la sphère privée. Il nous dit la sphère civile, c'est l'espace. Je vais essayer de trouver les références. Je vais y arriver. Non, mais... Voilà. Ouais, je voulais gagner de l'espace, mais... Ouais, c'est pas la définition de Freytag, mais c'est ce que j'en tire. La société civile, c'est l'ensemble des pratiques sociales et des champs d'activité qui sont soumis à une régulation politico-institutionnelle sur la base de règles juridiques et d'institutions définies et sanctionnées par la puissance publique. Alors l'intérêt de cette définition, c'est qu'elle permet donc de repenser la société civile au sens du libéralisme dans le cadre politico-institutionnel où elle s'est construite, et elle permet d'autre part de ne pas isoler le champ économique marchand capitaliste d'autres champs institutionnalisés qui vont se construire au fil de l'histoire occidentale, comme par exemple l'éducation pour tous. Qu'est-ce qu'on fait de l'éducation pour tous dans un modèle où on n'a que État, société civile au sens du marché et sphère privée? Il n'y a pas de place. Donc il y a un déficit de conceptualisation. Qu'est-ce qu'on fait, évidemment, de l'État social, de ce qu'on a appelé l'État social, qu'on avait commencé par appeler l'État-providence et qu'aujourd'hui on appelle l'État social. Il n'y a pas de place pour ça. Mais Freytag nous permet de le penser. Le problème, c'est que Freytag ne l'a pas pensé, ne l'a pas théorisé. Il n'a pas théorisé la transformation de la société civile au sens d'une sphère entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, pour dire les choses comme cela. Or, il avait parfaitement les moyens de le faire, parce que son cadre d'analyse le permet. Si on essaye d'analyser les transformations, donc une schématisation alternative qui ne met pas l'accent sur le systémisme généralisé, dans le cadre on peut considérer qu'il y a eu un ensemble de réformes social-démocratiques qui ont construit, par exemple, des bibliothèques gratuites pour tous, qui ont construit des transports en commun, qui ont construit un système éducatif, etc. Si on essaye de penser tout ça, on peut dire qu'il y a un dédoublement de la sphère civile en sphère civile privée et sphère civile publique. Et qu'il y a donc l'émergence d'une sphère civile publique qui se construit à partir du XIXe siècle, lorsqu'on sort du modèle purement libéral et contractualiste. Et que cela se fait sur la base comme le dit très bien Freytag, d'un pacte politique entre l'État et ses citoyens. Et dans cette vision des choses, on est amené à souligner ce dédoublement, et donc on n'est plus tenu de considérer, et très important aussi,
on peut penser que cette sphère civile publique, elle est constituée sur des bases de démarchandisation d'un certain nombre de questions. C'est le terme qu'emploie Esping-Andersen pour penser les transformations de l'État-providence. Il parle de démarchandisation. Donc on est là justement sur une résistance au marché et à l'élargissement continu du marché. Et ce qu'on peut aussi souligner, c'est que... je vais finir. Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que dans la première façon dont ça a été pensé, dans le modèle républicain classique, cette sphère publique civile, elle est pensée exclusivement depuis le haut. C'est la puissance publique qui la constitue, parce que la puissance publique est assimilée à l'intérêt général, et que tous les acteurs, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui les acteurs de la société civile, sont assimilés, eux, à des êtres, des individus particuliers. Donc on a une opposition générale-particulier qui fait que cette sphère civile publique, elle est pensée que depuis le haut. Mais si on poursuit la réflexion et qu'on regarde des choses, des initiatives civiles telles que tout le mouvement associationniste, et que dans le mouvement associationniste, on fait ce même dédoublement entre ce qui est privé et ce qui est public, on peut dire, dans le mouvement associationniste, il y a de l'associationnisme d'intérêt mutuel, on va dire, ceux qui aiment, puisqu'il a dit que j'étais un joueur de cartes, ceux qui aiment bien jouer aux cartes ensemble, etc. Mais on peut aussi souligner qu'il y a de l'associationnisme civique, tous les acteurs, toutes les initiatives portées par des acteurs qui se revendiquent d'un intérêt sociétal et qui disent, nous, on pense qu'au nom de cet intérêt sociétal, on souhaite monter des initiatives de notre côté et on n'attend pas que ça vienne tout de l'État. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet de considérer aujourd'hui que la sphère civile publique, elle peut se construire non seulement par le haut, mais aussi par le bas. Enfin, le haut et le bas étant des appellations problématiques, mais en tout cas qu'elle peut se construire soit par la puissance publique, soit par des initiatives civiles, et que cette co-construction permet de penser justement un renouvellement de la démocratie par rapport à la démocratie libérale représentative classique, par délégation uniquement à des élus, etc. Et que c'est une des façons dont on peut dialoguer avec tous les auteurs qui raisonnent en termes de commun, de communauté, etc., en leur disant, ce commun, cette communauté dont vous parlez, plutôt que de la penser en extériorité vis-à-vis de l'État et de la puissance publique, pourquoi ne pourrait-on pas la penser comme une coélaboration entre tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on a comme héritage sur le politique moderne, et puis tout ce qui, aujourd'hui, nous fait bouger les lignes. Et donc, il y a deux déplacements que j'ai essayé d'esquisser ici. Un déplacement où on dédouble la sphère civile en sphère civile privée, en sphère civile publique, et puis un deuxième déplacement où on considère que cette construction de la sphère civile publique, elle peut se faire non seulement par la puissance publique, mais par des initiatives d'acteurs, ce qui soulève évidemment la question de leur légitimité à le faire, et ça a été souligné l'importance du concept de légitimité. Donc je n'ai pas le temps de développer, mais c'est un enjeu fondamental de dire quelles sont des bases de légitimité possibles pour des acteurs autres que l'élection, le concours administratif et autres, pour qu'on ne verse pas dans le modèle purement horizontal de la gouvernance, mais qu'on soit bien toujours dans un modèle politique qui réfléchit sur la manière dont on gouverne une société, mais qui ne pense pas que ce gouvernement doit venir exclusivement ce qu'on appelle les acteurs. Il ne faut pas confondre action publique et action des pouvoirs publics. Voilà, une façon de résumer ce que je suis en train de dire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui.